l'extériorité à lui, au contraire, comme quelque chose d'intérieur, le destin, en effet, n'est à son tour lui-même que l'apparition phénoménale de ce que l'individualité déterminée est en soi, tant déterminité originelle intérieure. Or, pour savoir ce que cette individualité est en soi, le chiromancien de même que le physiognomiste use d'un procédé plus rapide que Solon. Par exemple, qui estimait pouvoir savoir cela qu'à partir du cours de l'existence tout entière est une fois ce cours achevé, il considérait le phénomène tandis que considère l'en soi, mais que la main expose nécessairement l'en soi de l'individualité en regard de son destin est une chose qui se voit aisément au fait qu'à côté de l'organe du langage, elle est, plus qu'autre chose, ce par quoi l'homme se fait lui-même apparaître et être effectivement. Elle est le maître d'œuvre inspirée de son bonheur. On peut dire d'elle qu'elle est ce que l'homme fait, car c'est chez elle, en tant qu'organe actif de son auto-accomplissement, qu'il est présent comme celui qui anime, et dès lors qu'il est originairement son propre destin, elle exprimera donc cet en soi, de cette détermination, selon laquelle l'organe de l'activité est tout aussi bien un être que l'agir en lui, ou que l'être en soi intérieur lui-même a chez lui une présence et un être pour autre chose, résulte un point de vue sur celui-ci tout à fait différent du précédent. Si, en effet, les organes se révélaient comme ne pouvant être pris pour des expressions de l'intérieur, tout simplement parce que, en eux, l'agir est présent en tant qu'agir, mais que l'agir en tant qu'acte accompli n'est qu'extérieur, et que de cette manière, intérieur et extérieur tombent l'un à l'écart de l'autre, et sont ou peuvent être des étrangers l'un pour l'autre. Il faut, d'après la détermination examinée, que l'organe soit de nouveau pris aussi comme terme médiane et l'un et l'autre, dès lors que le fait précisément que l'agir soit présent chez lui constitue en même temps une extériorité de cette activité, savoir et au demeurant une autre extériorité que celle de l'acte accompli, laquelle, en effet, demeure à l'individu et chez lui. Or, ce médian et cette unité de l'intérieur et de l'extérieur sont d'abord eux-mêmes également extérieurs, mais dorénavant cette extériorité est en même temps accueillie dans l'intérieur. Elle fait face, en tant qu'extériorité simple, à l'extériorité dispersée, laquelle ou bien n'est qu'une œuvre ou un état singulier contingent pour l'individualité tout entière, ou bien alors, en tant qu'extériorité totale, est le destin éclaté, éparpillé en une multitude d'œuvres et d'états. Par conséquent, les simples traits de la main, et pareillement le timbre et le volume de la voix, en tant que déterminité individuelle du langage, et ce langage à son tour, tel qu'il acquiert par la main une existence plus assurée que par la voix, l'écriture dans sa particularité manuscrite, tout ceci est expression de l'intérieur, et de telle manière que cette expression, en tant que l'extériorité simple,
se retrouve à son tour face à l'extériorité multiple de l'action et du destin, se comporte face à ceux-ci comme un intérieur. Si donc on prend d'abord la nature déterminée et la caractéristique innée de l'individu, en même temps que ce qu'il est devenu du fait de la culture pour l'intérieur, pour l'essence de l'action et du destin, cet individu a d'abord son apparition phénoménale et son extériorité en l'espèce de sa bouche, de sa main, de sa voix, de son écriture, ainsi que des autres organes et de leur déterminité permanente. Et c'est seulement alors, après cela, qu'il s'exprime plus avant vers l'extérieur en s'appuyant sur son effectivité dans le monde. Or, comme ce médium se détermine comme la manifestation extérieure qui est en même temps reprise dans l'intérieur, son existence n'est pas bornée à l'organe immédiat de l'agir. Il est au contraire tout simplement le mouvement et la forme du visage et de la configuration en général, en ce qu'ils n'accomplissent rien. Ces traits et leurs mouvements sont, selon ce concept, l'activité retenue qui demeure chez l'individu et selon sa relation à l'activité effective, la surveillance et l'observation propres de cette activité, l'expression extérieure comme réflexion sur l'expression effective, l'individu n'est pas muet pendant que, et sur le fait qu'il agit extérieurement, parce que ce faisant, il est en même temps réfléchi en soi, et il manifeste extérieurement cet être réfléchi en soi, cette activité théorique, où le langage que l'individu se tient avec lui-même sur elle est aussi perceptible pour